Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoid et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler du Oppo R15 Pro. Donc, c'est un peu l'espèce de milieu de gamme premium de la gamme d'Oppo, en fait, tout simplement. Oppo qui vient d'arriver en France. En gros, ils ont actuellement 3 modèles. Le Oppo A3, l'entrée de gamme qui est plutôt sympathique. Peut-être que je le testerai, je ne sais pas. Le Oppo R15 Pro qui est vendu, alors à la base 649 €. Il y a actuellement une réduction après avoir parlé avec l'agence de presse. Alors je ne sais pas si c'est temporaire ou si ça va rester à ce prix, mais je l'espère parce que ça le rend un peu plus attractif. À 549 € actuellement, en tout cas au moment où je tourne le test. Et ensuite vous avez l'Oppo Find X vendu à 1000 €. On va voir ce qui va arriver cette année en termes de nouveaux produits, mais en tout cas, ce Oppo R15 Pro, j'ai voulu le tester en attendant l'Oppo Find X pour voir un petit peu ce qu'il valait. Surtout qu'il y a des petites choses qui sont un peu particulières, et puis pourquoi, bon maintenant 549 €, un Snapdragon 660 à un prix aussi cher, c'est particulier, sachant qu'en général, ça tourne entre 200 et 400 € au grand maximum. Pour un tel processeur, qu'est-ce qu'il a de particulier? Alors au-delà du coloris qui est, je trouve, vraiment excellent, enfin vraiment très très beau tout simplement. Mais qu'est-ce qu'il a d'autre? Comme on le sait, en plus de ça, il est proche du OnePlus 6, c'est-à-dire que OnePlus s'inspire de façon assez prononcée des Oppo R qui sortent un petit peu avant, et donc voir justement la différence entre les deux. Quelle est la grosse différence? En plus de ça, j'avais connu Oppo lorsqu'ils étaient venus en France, c'était en 2015 je crois, avec le Oppo F1 Plus et Oppo F1 que j'avais pu tester. Ils sont repartis de façon très... Enfin déjà ils sont venus en France de façon toute petite, limite presque pour tester le marché, on a l'impression. Et ils sont repartis 6 mois après parce qu'en Chine ils ont commencé à exploser là-bas. Et là ils reviennent en grande pompe avec le concept du Oppo Find X. Et ce Oppo R15 Pro qui n'a pas été mis en avant mais qui est vendu sur Fnac et Darty seulement, au prix à la base de 649 € puis 549 € après tout ça, et qui a beaucoup de choses en commun avec le OnePlus 6 tout simplement. On a droit à l'appareil photo, on a droit à l'écran, c'est le même écran, le même gabarit à peu près, et ensuite après pas mal de petites choses logicielles, tout en étant très différents, notamment le fait, et c'est aussi la question que je me pose, pourquoi du micro USB, et malheureusement je n'aurai pas la réponse, sur un smartphone vendu 649 €. Alors, je crois me souvenir d'avoir une raison à ça, mais je ne veux pas être, comment dire, trop... Enfin, je suis pas sûr. Donc, on va le voir en tout cas, mais c'est un smartphone qui clairement m'a étonné. Je m'attendais pas forcément... Je m'attendais à plus le descendre que ce que vous allez voir. J'ai même été étonné, même pour le dire, je l'apprécie. Je ne suis pas la cible de ce smartphone qui est orienté jeune. Alors des jeunes assez friqués, mais orientés jeunes, mais il a clairement des choses à proposer qui sont très intéressantes malgré une moins bonne puissance, et on va le voir tout de suite. Au niveau du design, donc on se retrouve déjà avec un dos qui a une très grande particularité, et comme ayant eu le OnePlus 6 rouge, je vais pouvoir en parler et voir les différences.
On va faire tout d'abord un petit tour du propriétaire. Donc on a droit à un écran de 6.3 pouces avec une belle petite encoche, comme vous pouvez voir ici. Hop, qu'on revienne, voilà, 6.3 pouces, on a juste l'appareil photo, l'haut-parleur et les capteurs de proximité du côté droit. On a un menton qui est pour le coup pas très gros, il est un peu plus gros que le 8X qui vient de sortir, mais qui reste tout à fait correct. Si on compare au Zenfone 5Z par exemple, on peut voir que c'est à peu près la même chose. Il fait partie des mentons qui sont tout à fait corrects en termes de taille, il y en a, ils en ont plus par exemple, donc ce qui fait que c'est plutôt pas mal. Le pourtour, eh bien, on est toujours sur la même hauteur, quelque chose, alors c'est plus Vito qui fait attention à ça, mais au niveau des bordures, on a quelque chose qui est bien équivalent, c'est pas plus épais tout en haut. Du côté droit, nous avons le bouton Power avec ici le tiroir SIM qui est présent ici, où on peut mettre une SIM et une nano SIM et une carte SD, ou 2 nano SIM au choix. On a ici le micro ambiant, ici on a les boutons volume, le haut-parleur avec le port micro USB en 2018, oui. Le jack, qui lui par contre est présent, le micro primaire, la petite... alors c'est tout bête, mais ça c'est une petite particularité du design de chez Oppo, qu'on retrouve aussi sur le Find X, ça fait partie de la petite particularité des derniers Oppo. Le dos qui alors prend un peu les traces de doigts, je sais pas si ça se voit, avec le lecteur d'empreintes, ici le flash et le double capteur photo. Alors, en termes de couleur, je vais essayer d'avoir un bon angle, mais en gros, en termes de couleur, dites-vous bien que ça ressemble à peu près à ça, c'est-à-dire qu'on a un dégradé de rouge, du rouge vif au rouge foncé. Ce qui fait un petit peu tâche, et c'est dommage, c'est le lecteur d'empreinte qui a un rouge vif, et qui n'est pas adapté au ton, en fait, du smartphone comme ça, donc c'est un petit peu dommage, même si comme ça fait à peu près la même couleur, on est sur quelque chose de différent. Et alors ce qui est bien, c'est que vraiment en fait selon l'angle, alors déjà selon la lumière qu'il reçoit, il n'aura pas le même rouge, il va avoir un rouge plus vif, mais en plus de ça, vraiment en fait selon comment on va le regarder, il va être plus ou moins foncé, donc c'est vraiment sympathique et ça donne un effet très premium. Au-delà de ça, au-delà du design en lui-même, qui est plus ou moins réussi selon ce que vous préférez, il y a une chose très particulière qui fait que on sait que c'est un Oppo et pas autre chose. Et ça, c'est dégueulasse dans l'image. On sait que c'est un Oppo et pas autre chose pour la raison suivante. Il y a un traitement qui est appliqué, je ne sais pas lequel, et Vito a eu exactement le même ressenti avec le Find X. Donc pour ceux qui veulent savoir ce que vaut le Find X, n'hésitez pas à les voir, mais apparemment il est très fanboy, il adore de ouf là-dessus. Mais il y a un traitement très particulier qui rend le verre ici, ainsi que le métal, très doux au toucher. C'est très particulier, on a une sensation d'adhérence très légère, tout en ayant une espèce de douceur en fait. Et c'est très particulier parce que le OnePlus 6 n'a pas cet effet-là, et je connais aucun autre smartphone qui a cet effet-là. J'ai comparé rapidement au S9 pour vérifier, et le S9 c'est beaucoup plus brut. Là, il y a quelque chose de très doux, en fait, très particulier, qui fait que déjà, il a tendance à adhérer. Bon, il glisse forcément, mais tenir un S9 comme ça, il tient pas comme ça. Donc, il a tendance à adhérer, donc ça, c'est déjà une bonne chose. Là, dites-vous bien que je le retiens parce que je soulève un petit peu mon petit doigt, mais sinon, il tient quasiment à rien. Donc, c'est très impressionnant. Et on l'a aussi sur le côté métal, ce qui fait qu'on a vraiment ce côté doux, on a ce côté accroche, qui le rend particulier, qui le rend unique. C'est-à-dire qu'au toucher, vous reconnaissez que c'est un Oppo et que ce n'est pas autre chose. Donc ça, c'est déjà quelque chose que je trouve très fort, en fait, dans cette personnalité. Au-delà du design aussi, on a la surcouche qui va, en tout cas en sortie de boîte, avec la couleur du téléphone. C'est le petit plus, mais je trouve ça assez sympathique. On a le double capteur photo qui ressort un petit peu et qui, je pense, va aider aussi à ce que l'appareil ne glisse pas. Donc ça, c'est toujours bien. Il ressort très peu, comme vous pouvez le voir ici. On a à peu près la même prise en main que ce que propose le OnePlus 6 en fait en termes de châssis. Là où par exemple le OnePlus 5T avait tendance à avoir des bords qui sont très fins en fait. À un moment donné c'est très fin. Ici c'est plutôt pas mal. Par contre l'écran un petit peu comme le Pocophone mais en beaucoup mieux fait en tout cas ressort un petit peu. Comme vous pouvez voir en fait il ressort un petit peu du châssis. Par contre ça a l'air un peu mieux pensé, c'est-à-dire que en fait ça va être plus les coins où ça va être problématique. J'ai l'impression, mais sinon en fait le châssis est un peu plus large en fait, ce qui fait que ça protège un peu mieux à mon sens. Enfin en tout cas ça a pas le même effet que le Pocophone parce que ça m'y fait penser, mais d'un côté il y a quelque chose qui me fait penser que ça a l'air mieux sécurisé, notamment parce que c'est
y a un angle meilleure qualité entre guillemets pour cette partie plastique en fait, ce qui fait que ça le rend un peu moins présent, enfin un peu moins dangereux aux chutes. Mais ça a l'air d'être quand même le cas, c'est-à-dire qu'il faut quand même bien, pour le coup, mettre plus d'angle que ce que propose le Pocophone, où ça ressortait vraiment énormément. Là, ça reste un peu plus discret, et ce qui fait que c'est un peu particulier, mais ça va encore. J'ai vu pire. Donc, mais c'est plus sur les cons, ça ressort beaucoup, il y a moins d'angle. C'est ça qui est un petit peu dommage, alors que sur le reste, c'est bien arrondi. L'autre chose un peu particulière, alors autant je l'avais pas vu sur le OnePlus 6 mais du rouge de Vito, mais je l'avais vu sur celui d'Adi. Le fait que l'écran AMOLED ne soit pas, alors je sais pas si ça va bien se voir, mais en fait l'écran AMOLED, on va augmenter les ISO histoire de nous cramer l'image. Mais là ça se voit. Alors, hop, j'essuie bien. Alors là c'est bien cramé, bien comme il faut. Voilà. En fait on peut voir que l'écran n'est pas exactement de la même couleur du châssis, comme ce qui était reproché au OnePlus 6. Et en fait, c'est les mêmes dalles. C'est clairement les mêmes dalles. On a ce même effet et c'est un peu dommage. On peut le voir aussi ici qu'il est présent avec quelques petites... Mais voilà, on peut voir qu'il ressort beaucoup, ce qui fait que ça va se voir. Alors là, on peut pas masquer l'encoche, donc comme ça règle le problème. Néanmoins, c'est un peu dommage parce que sur un smartphone à ce prix-là aussi premium, c'est dommage de ne pas avoir ce problème-là. À savoir que d'ailleurs, le LG V40 a ce même souci. Oui, en 2018, fin 2018, alors que plein d'autres smartphones ont une alternative. Néanmoins, c'est vraiment dommage, à un tel à ce prix-là, avec un Snapdragon 660, de ne pas avoir fait un peu plus attention à l'écran. Alors après, il est peut-être sorti un petit peu plus tôt, avant que des écrans plus, au fond, plus noirs, ou qui... Comment dire, qu'ils réagissent moins au reflet, parce que c'est clairement, en fait, en face, on voit clairement que c'est un reflet bleuté qui ressort, vous le voyez, le bleuté ici, et qui fait que ça va faire vraiment ressortir l'écran. Donc c'est une réaction liée vraiment en fait au reflet qui fait que ça fait ça. Sinon, en soi, donc le design je le trouve aussi, la prise en main est plutôt bonne, le smartphone n'est pas trop lourd, et c'est plutôt bien optimisé au niveau de l'espace. Donc j'ai pas grand chose à dire sur ces différentes choses, mais ce qui fait que vraiment entre le coloris qui fait que, bah, comme vous pouvez voir, hein, il est très joli et à la base dégradé, un dégradé de rouge. Alors après, j'ai du mal à vous montrer, mais bon, vous avez un beau rouge. Déjà, on a un effet vraiment très particulier sur ce coloris, beaucoup plus que le OnePlus 6 rouge qui avait déjà un bel effet. Mais là, ce côté en fait dégradé, je le trouve vraiment très très joli. Vraiment, il a un effet particulier, pour le coup, il est unique, un peu comme ce que propose Huawei avec ses dégradés, etc. Mais il a un effet unique, sachant qu'il est sorti un peu plus tôt, et c'est un rouge qui est vraiment très très beau à regarder. C'est à l'air con, mais ça a un réel effet. Aussi, bah, comme je l'ai dit juste avant, ce traitement qu'il y a au dos et sur le métal qui fait que ça adhère, que c'est un côté très doux, ajoute vraiment un effet au niveau de la prise en main vraiment très très agréable et très premium. Beaucoup plus que beaucoup de smartphones. Et c'est très impressionnant parce qu'il y a un traitement très particulier, ce qui peut expliquer aussi ça. Donc ça, entre les reflets, la prise en main est plutôt bonne en soi. En fait, ce qui fait tâche dans tout ça, et c'est vraiment dommage, c'est le micro USB. C'est le micro USB sur un smartphone à ce prix-là, 650 € à la sortie, 550 maintenant, je le rappelle, mais néanmoins, en dessous de 300 € à la limite, ça peut passer. Au-dessus, non. Et ça passe pas. Je ne suis pas d'accord. L'explication, c'est que, alors vous avez le VOOC, donc c'est-à-dire le chargeur ultra rapide, la charge ultra rapide de chez Oppo, et jusqu'au Oppo Find X, en fait, il n'était pas possible, en tout cas, c'était peut-être plus compliqué, il fallait peut-être redévelopper toute la technologie pour de l'USB-C. Je vous avoue que je ne sais pas, vu que c'est possible sur le Find X et que c'était possible sur le OnePlus 6, parce que la dash charge n'est qu'un dérivé du Oppo en fait, hein, c'est le même principe, sauf que en gros c'est adapté pour le OnePlus 6. Pourquoi ça n'a pas été le cas sur celui-là? Sachant que j'ai un petit peu une réponse à cette question, c'est destiné au grand public, c'est pas destiné aux geeks, clairement, ce smartphone, et le grand public ne connaît pas l'USB-C. Donc, bah, c'est moins emmerdant, et autant le garder pour le très haut de gamme. Je vois que ça comme explication. Est-ce qu'elle est bonne? Je ne sais pas. Néanmoins, c'est la seule hypothèse que je vois. C'était en fait, ce double effet problème technologique, problème de développement, mais j'y crois moyennement. Ou peut-être le prix aussi, parce que peut-être que redévelopper la technologie VOOC avec de l'USB-C coûtait de l'argent, et que le smartphone était déjà assez cher comme ça. Ou alors, c'était la cible, ou les deux. Bref, en tout cas, un design qui est presque, alors pas presque pas.
Au niveau de la surcouche, on va arriver presque, j'ai envie de dire, au cœur d'un problème, d'un gros problème. Et qui fait que moi je ne l'apprécie pas, ça peut être apprécié par beaucoup de gens, mais moi je ne l'apprécie pas du tout. La surcouche, c'est ColorOS, la surcouche de chez Oppo qui existe depuis longtemps, je l'ai découverte il y a longtemps et elle n'a pas vraiment évolué depuis. On est sur la version 5.1 et sur la version exacte du 13 juillet 2018, si je dis pas de bêtises. Donc, ce qui fait que, vous voyez, on a la correction de sécurité Android qui est présente. Et c'est clairement un smartphone chinois qui, avec une surcouche chinoise qui n'est clairement pas adaptée à l'Europe. D'ailleurs, Realme qui est prévu pour l'Inde, si c'est ColorOS toujours. Et ça va faire grincer des dents sur diverses choses. Déjà, alors ceux qui adorent iOS, eh ben vous serez pas déçus. Clairement pas, puisque c'est pour beaucoup de points la même chose. Alors, pour vous montrer, voilà. Je vous laisse deviner, iOS, bon voilà, vous avez juste le bouton pour tout fermer, mais voilà, hein, dans l'idée, vous avez compris. Première chose, premier défaut que je vais mettre en avant. Alors, vous avez toujours quand même les raccourcis comme ceci, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Mais, alors, vous voyez en haut, vous voyez le Mi 8, je me plaignais des notifications qu'il n'y avait pas d'icône de notification parce qu'il n'y avait pas la place, et qu'il y avait juste l'heure. Là, on a tout à fait la place, mais Oppo les a tout simplement supprimés. Donc même le Find X n'y a pas droit alors qu'il n'y a pas d'encoche. Hein. Donc c'est même pas un problème d'encoche, c'est que clairement ils ont fait comme Apple et ils fait pas les couilles. Nous on passe que par des icônes en fait ici tout simplement. Donc ce qui fait que vous aurez juste droit à gauche à la data Wi-Fi et à droite d'autres choses, silencieux, ne pas déranger, batterie, le Bluetooth, etc. Mais alors vous aurez aucune notification. Vous aurez les pop-up qui vont arriver et vous voulez regarder la notification, il faudra descendre. Je déteste ça, c'est mon avis, c'est mon point de vue, mais c'est un pilier d'Android, ce système d'icônes de notification en haut, donc je ne vois pas pourquoi il faudrait l'enlever. C'est mon avis. Sinon, à gauche, vous avez un système de tuiles, en fait, à fonction rapide, météo, suivi des pas, des événements, les contacts favoris, les photos que j'aurais prises. Comme vous pouvez voir, vous avez un thème de base qui est lié aussi à la couleur du téléphone. Donc, ce qui fait que vous allez avoir beaucoup d'applications, en fait, qui sont rougies pour les applications de chez Oppo. On va commencer par les paramètres. Qui a donc, alors on peut gérer donc application utilisant Wi-Fi et données mobiles. Donc là on peut choisir. Alors hop. Vous avez le mode avion, Wi-Fi, Bluetooth. Bon jusque là ok. Vous avez le NFC qui est présent. Interaction multi-écran. Donc ça c'est pour autre chose. Le partage de connexion se trouve ici. Barre de notification état, donc on peut voir le niveau de batterie, le débit, afficher l'utilisation des données. Donc ça va être plus utilisation des données, ok. Activer l'écran pour recevoir des notifications, donc réveiller l'écran dès que vous recevez une notification. Une chose qui a été notée par Frandroid, et je suis assez d'accord, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de choses qui sont avec des points, des raccourcis, parce qu'en fait la surcouche n'est pas adaptée pour active écran PR recevoir notif. En gros, ils n'ont pas su simplifier les choses ou avoir quelque chose de précis. Donc, ce qui fait qu'on a plein de points, plein de raccourcis. Pour les Chinois, c'est trop long la langue française. Et c'est présent dans beaucoup de choses. Ensuite, l'affichage de luminosité. Donc, vous pouvez gérer en fait l'échelle de gris. Alors, c'est la température des couleurs. Hein. Et en fait, alors moi, le mieux, je préfère ça. Mais on y reviendra sur l'écran. Verrouillage de l'orientation portrait, extension auto, horloge, type, police, affichage d'applications en plein écran, ça va être ici. Donc toutes celles qui sont incompatibles, vous pouvez les forcer. Mode nuit. Alors vous avez un petit mode nuit ici, qui plus vous allez vers le chaud, plus ça va être un peu plus rouge, donc c'est un peu mieux géré là-dessus. Vous pouvez heure programmer ou l'activer quand vous voulez. Ensuite, écran et fond d'accueil, on va changer de thème à ce moment-là, et on va mettre le classique Diamond Blue. Hop. Et vous avez la possibilité aussi, sinon, d'en télécharger plus sur le store de chez Oppo. Alors, j'avais aimé les thèmes qui étaient sur Oppo, mais vous pouvez peut-être trouver votre bonheur. Vous pouvez choisir le thème, définir le fond ou choisir la disposition de 4 ou 5 applications en colonne. Seul modif possible, c'est un petit peu dommage de ne pas avoir plus de choix. Son et vibration, bon, alors vous avez toutes les choses classiques. Alors, vous voyez, règle def pour bouton volume. Donc, volume de la sonnerie, en fait, le volume du contenu. Donc,
Voilà, on peut choisir quel type de réglage par défaut on peut choisir. Donc, si ça va être la musique ou si ça va être la sonnerie par défaut. Alors, vous avez les sonneries, etc. Technologie Real Sound, donc ça va être un système, en fait, on y reviendra pour le son, mais en gros, c'est un égaliseur, en plus, un peu plus qu'un égaliseur pour améliorer la qualité sonore, mais on y reviendra, ça va être assez intéressant. Le mode ne pas déranger, vous avez l'empreinte ou le visage que vous pouvez, alors, enrôler, au lieu de l'activer ou enregistrer, vous avez enrôler. Donc chose pareille qui a été notée par Frandroid. Service pratique, alors vous avez les touches de navigation, donc les inversées, ou clé virtuelle peut être masquée, donc on peut masquer en fait ici, vous avez une petite flèche ici en bas, si vous voulez le masquer en fait pour avoir profiter du plein écran tout simplement. Gestes et mouvements, gestes sur écran, donc vous pouvez choisir de faire des gestes, donc en fait faire ça pour prendre voilà, des petites choses comme ça. Ou quand l'écran est désactivé, vous pouvez faire un C pour lancer une application, etc. C'était eux qui l'avaient lancé, c'est leur truc. Multitâche plein écran, vous allez avoir, en fait, on va voir, quand on va lancer par exemple un jeu ou quoi que ce soit, vous allez avoir accès à des applications. On y reviendra juste après. Sphère d'aide, donc là vous pouvez avoir une petite sphère d'aide, en fait c'est des gestes, en fait il y a une sphère à la con. Sécurité, donc là ça va être toutes les autorisations. Autorisations bloquées 614 fois, donc c'est toutes les autorisations qui sont présentes. Gestionnaire de fenêtres flottantes, donc toutes les applications qui permettent en fait d'accéder par-dessus l'écran. Trouver mon appareil, protection des paiements, protection des informations, blocage d'harcèlement, etc. Donc vraiment tout ce qui est lié à la sécurité. Vous avez même un clavier en fait. Alors là c'est ce qui est expliqué. Donc c'est-à-dire vous avez un clavier, le clavier interne de Oppo. Donc ce qui fait que quand vous devez saisir des mots de passe, c'est lui qui va s'ouvrir. Alors il est en QWERTY, mais c'est lui qui va s'ouvrir pour éviter en fait que des claviers malhonnêtes aillent prendre enfin enregistrent en fait ces données-là. Donc c'est le clavier interne. Ce que je trouve pas con et c'est ce que fait aussi Meizu d'ailleurs. Prévention contre les captures d'écran. Donc ah oui d'accord. Donc quand on utilise des fonctions de confidentialité, donc clavier sécurisé au coffre-fort, on peut pas prendre de capture d'écran. Empêcher l'enregistrement et la photographie arrière-plan. Quand le microphone est utilisé pour l'enregistrement par une nappe en arrière-plan, le système vous en avertit par le biais de la barre d'état. Quand l'appareil photo est utilisé pour prendre des photos par une nappe en arrière-plan, le système vous en avertit par le biais d'un avertissement et vous demande l'autorisation. Donc ça, c'est quand même assez intéressant, je trouve. C'est vraiment pas con. On a un petit espace enfant aussi pour ceux qui veulent. Voilà, entrée DS. Alors que là, on a tout l'enfant. Entrée dans l'espace enfant. La traduction mérite des petites améliorations. Moi, ça m'a pas dérangé, mais ça peut en déranger certains. Langue et région, bon, alors là, il y a rien de spécial. Paramètres supplémentaires, on a le stockage ici. On va pouvoir voir tout simplement tout ce qu'il y a, avec toutes les applications qu'il y a. Vous pouvez voir que j'ai 11 Go de Deezer, d'ATR, clavier, effet Apple Vidéo, donc recherche, gestionnaire de téléchargement, instructions. Là, on peut activer la connexion OTG. Ça, c'est quelque chose, une petite sécurité de chez Oppo aussi pour éviter tout vol de données. Service libre, donc là, libre. Pourquoi libre? Je ne sais pas. C'est plus accessibilité en fait. Hop, appareil confidentialité, Smart Lock, Google Protect. Après, il y a un certain... Voilà, c'est classique. Mise à jour logicielle à propos. On a les comptes et Google. Gestion des applications. Clonage d'applications. Accélération de jeu. Donc, quand on va lancer un jeu, ça va vider toute la mémoire pour que... en fait, ça va faire diverses choses. On en reparlera dans la partie jeu. Mode scindé écran app. En fait, par exemple, vous pouvez faire ça pour faire de... Bon, alors, c'est pas très fluide par contre, ça. Mais sinon, vous pouvez rester en fait appuyé comme ça et vous pouvez faire ça. Par contre, c'est bizarre que ce soit pas fluide, d'habitude c'est fluide. Bref, app system, sinon vous avez toutes les apps system et les réglages possibles, dont l'appareil photo, qui est très basique. On va terminer en 30 fps avec les applications qu'il y a dans l'appareil. Donc on a un gestionnaire de fichiers, donc qui va permettre de gérer tout ce qui est plastique. Et alors là, vous voyez une stocktel, geste de fichiers, enfin, c'est dommage que ce soit coupé comme ça. Mais on peut voir tout simplement. Il faut savoir qu'on a comme ça 128 Go de stockage, ce qui est énorme. Et donc on va pouvoir utiliser couramment. Donc là, les choses qui reviennent souvent. Alors Movie, non. Et là, vous avez accès à tout ce qu'il y a ici. Ensuite, les photos. Donc là, on a l'application photo. Alors ce qui est très marrant, c'est que c'est complètement à l'envers. C'est-à-dire qu'en gros, la dernière photo que vous avez prise, elle va être tout en bas. Et les premières photos vont être tout en haut. En fait, c'est un peu, c'est assez logique dans le sens où en fait, quand vous allez chercher les photos, vous allez en bas en fait. En fait, c'est là la dernière photo. Et après, il faut remonter, et ce qui est plus logique, en fait.
Donc là, voilà, ça peut créer des histoires à vie sur la semaine en cours. Bon. On a les albums qui sont ici. Ensuite, vous avez ici, il n'y a plus rien d'autre. En bas, alors je ne vais pas pouvoir montrer les SMS, etc. Vous avez la partie musique avec sélecteur natif plus économie en énergie. Bon, c'est ce qu'ils expliquent. Mais vous avez le petit lecteur de base et vous avez Real Sound. Donc ça, je vous en montre. Ah oui, il faut faire un scan aussi pour aller chercher tous les morceaux. Là, forcément, j'ai rien. L'application sécurité qui est présente, nettoyer l'espace de stockage, autorisation de confidentialité, analyse antivirus, protection des paiements. Donc ça, c'est vérifier si vous avez bien tout ce qu'il faut. WeChat Cleaner, parce que WeChat est très présent chez eux. Détection des problèmes courants. Donc détecter. Donc il va détecter tous les problèmes qu'il pourrait y avoir. Donc lecteur de capteur de proximité. Donc ça permet de voir si tout fonctionne en fait. Donc, on peut même voir l'intensité de la luminosité pour voir si le capteur fonctionne bien. C'est assez marrant. C'est... D'accord. Basculement. Ah, c'est sympa. Bon, bref, on va quitter. Ensuite, après, on a à peu près tout ça. Axe optimisation, c'est dommage parce que là, on peut le mettre, l'accès optimisation. Accélération, optimisation, alors en plus de ça, ça veut rien dire. Mais faire juste optimisation, c'est un peu bancal au niveau effectivement des traductions, c'est un peu dommage. On a WPS Office qui est présent. On a après en outil les contacts, l'enregistreur de son, la boussole, Keep qui est présent. Clone Phone, donc c'est pour les autres. Tout simplement ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après, bien sûr, vous avez tout ce qui est Google. Là, vous avez le thème, les vidéos, l'horloge, la météo. Voilà, elle a regardé la météo, qui est plutôt jolie. L'application, agenda, conseils d'utilisation. Donc, vous avez même un petit mode d'emploi, Oppo Tips. Alors, est-ce que c'est en français? Eh ben non. Ce n'est pas en français, c'est dommage. Donc, mais ça montre assez simplement comment utiliser des petites choses par-ci par-là pour prendre, voilà. En soi, non là il n'y a rien de spécial. En soi, la surcouche est très chinoise, clairement, et très appleisée aussi. ColorOS est vraiment, c'est dommage parce qu'avant ColorOS avait une certaine personnalité, maintenant ça ressemble beaucoup plus à du Apple depuis ColorOS 3.0 et c'est vraiment dommage. Le fait qu'il n'y ait même plus les notifications, je trouve ça vraiment dommage et je comprends pas forcément l'intérêt de les supprimer. Donc ce qui fait que c'est vraiment dommage. Au-delà de ça, la surcouche est extrêmement fluide, vraiment. Tout est, en fait, tout dans les petites animations, il y a plein de petites choses qui fait que c'est vraiment fluide. C'est vraiment très agréable et ça donne une expérience très premium. Le Snapdragon 160 n'est jamais mis en défaut et c'est quand même vachement agréable. Ce qui fait que, par exemple, hop, YouTube, en plus de ça, il est rapide. Il est vraiment performant, il est rapide. Ce qui fait que, c'est quand même vachement agréable. Hop. Donc vraiment très agréable de l'utiliser et ce qui fait que si vous savez pas les spécifications qu'il y a dans cet appareil, vous pouvez pas du tout vous dire que là-dedans c'est un processeur milieu de gamme en fait. Donc il y a vraiment quelque chose en plus je trouve, très appleisé en fait au niveau des animations qui fait que ça fait vraiment fluide. C'est vraiment très travaillé de ce point de vue-là et on ne peut pas retirer ça au pot. Pour ceux qui recherchent une expérience extrêmement fluide au-delà de la surcouche elle-même, vous ne serez pas déçus de ce Oppo. Au niveau de l'écran, on est sur un écran de 6.2 pouces, donc à peu près le même que le OnePlus 6, donc 6.2 pouces Full HD AMOLED, avec cette petite encoche, et la première chose qu'on va remarquer, c'est en fait la différence, comme je l'ai montré au design, la différence entre l'écran et le châssis en termes de couleur et de reflet. En effet, c'est la première chose, et ce qui fait que l'intégration visuelle écran éteint n'est pas parfaite, et bon, après vous pouvez pas cacher l'encoche, mais selon les endroits, selon les applications, ça se verra et c'est un peu dommage. L'autre chose, c'est que vous êtes sur un écran AMOLED, donc Full HD+, et on ne peut pas régler les couleurs. On va pouvoir régler juste la température, et sachant que c'est un smartphone qui a tendance à être un peu flatteur dans tous les sens du terme, vous allez voir aussi avec le son et la photo, et bien en fait, donc vous pouvez changer la température de couleur, mais c'est tout. En fait, c'est la seule chose que vous pourrez modifier. La luminosité en elle-même est très forte, comme vous pouvez voir, et au minimum, elle restera très correcte, donc ce qui fait que le soir ce sera agréable.
Vous avez, comme je l'ai montré tout à l'heure, la possibilité de faire attention à vos yeux, avec adaptation nocturne ici, donc vous pouvez en plus de ça le régler. Et donc ce qui fait que voilà déjà une première chose là-dessus. La seule chose en fait, le vrai gros regret, c'est que c'est un écran qui est un peu trop saturé, c'est son plus gros souci. Ça reste plutôt correct, mais pour ceux qui veulent des couleurs réalistes, vous serez un poil déçus. Après, c'est un écran qui reste pas trop saturé, donc c'est pas non plus désagréable, mais c'est un petit peu dommage là-dessus. Donc un écran qui reste quand même très bon en soi, donc vous avez vu très lumineux, forcément voilà d'excellent contraste, mais qui sera un peu saturé et qui aura cette mauvaise intégration comme le OnePlus 6, ce qui est un petit peu dommage, surtout à ce prix-là. Au niveau du son, donc là, on a la possibilité de mettre un jack, donc ça c'est une bonne chose, bon, par contre pas d'USB-C, comme vous avez pu le voir, et donc déjà le haut-parleur, donc on a haut-parleur, on va mettre un peu de musique. Alors on va aller chercher... Alors on va aller chercher... Donc il est plutôt puissant dans la moyenne, ça reste un seul haut-parleur. Par contre il est très bien, je trouve que les basses sont bien présentes, c'est plutôt bien équilibré et c'est plutôt clair. Donc un bon haut-parleur qui manque juste un peu de puissance. Donc vraiment pas mal de ce point de vue là. Au niveau du jack, donc on a un jack qui est plutôt bon, donc il a en plus de ça, pour ma plus grande joie, c'est ici, on a droit au DAC intégré de un TFA 98XX, qui est de Texas Instruments, si je dis pas de bêtises, et qui est donc un DAC intégré qui va permettre d'améliorer vraiment le son. Donc on va être au-dessus de la moyenne, ce qui le rend très agréable de façon sonore. Donc ce qui fait que moi, ayant un peu d'exigence, eh bien il me plaît. La première chose au niveau de la signature, c'est pas totalement neutre, là où le Nokia ou le Zenfone 5Z sont bien équilibrés de ce point de vue-là. Ici, il aura tendance aussi à être un peu flatteur, et notamment au niveau des basses, il va les relever, et un peu aussi les aigus. Donc ça va être surtout ça, mais on sent vraiment surtout les basses qui sont un peu remontées, donc ce qui fait que si vous avez déjà quelque chose de basseux, ce sera encore plus basseux avec ça. La chose supplémentaire qu'il y a, c'est Real Sound. Hop, alors je ne vais pas demander ça. Real Sound qui est ici. Alors là il est grisé. Donc quand vous allez brancher, et je n'ai rien en jack actuellement ici. Quand vous allez brancher en fait on va prendre ça. Hop. Donc on peut l'activer parce que ce n'est que en jack et uniquement voilà pour la musique. Ouais, c'est ce que je sais. Bref, bon, il en veut pas. Donc en gros, Real Sound, ça va dire, en gros, ça va améliorer le son pour avoir quelque chose de plus naturel. C'est le cas sur des écouteurs bas de gamme. Quand vous avez des écouteurs tels que ce que j'utilise, donc des écouteurs Chifi, donc les BKs, KZ, Macao, etc. Ça dénature totalement le son. Par contre, si vous avez des écouteurs un peu bas de gamme, ça aura tendance en fait à améliorer le son dans le sens où ça va améliorer la stéréo, c'est-à-dire que ça va créer, en fait là où vous avez un canal stéréo, ça va l'amplifier totalement et ça va donner un son plus naturel pour par exemple des pistons bas de gamme, ça va être ça. Vous avez l'égaliseur qui est présent, un égaliseur qui est plutôt bon chez Oppo. Pareil, après, je ne l'ai pas vraiment utilisé parce que je n'en ai pas besoin. Au-delà de ça, le Real Sound, je trouve qu'il est vraiment utile uniquement que si vous avez des mauvais écouteurs et qui va permettre d'avoir un son un peu plus clair, en fait, pour vous. Mais sinon, si vous avez des bons écouteurs, ça n'aura strictement aucun intérêt. Ça va totalement dénaturer le son et ce ne sera pas agréable du tout. Donc, ce qui fait que le jack en lui-même, j'en suis content, mais comme on est dans un smartphone qui aime bien être flatteur, et bien le son est aussi flatteur de ce point de vue-là. Donc ce qui fait qu'on aura des basses qui sont un peu relevées en jack. Et pour ceux qui veulent quelque chose de vraiment neutre, eh bien vous serez un petit peu déçus. Par contre, si ça ne les dérange pas d'avoir des basses, vous serez content parce que c'est quand même au-dessus de la moyenne. C'est super agréable d'avoir un son de cette qualité qui est bien meilleur que ce que peut proposer d'autres smartphones. On est en deçà d'un S9 ou des Galaxy haut de gamme parce que ils ont un DAC intégré comme les LG haut de gamme. Ce qui fait qu'on est un peu en dessous. Par contre, par exemple, les Xiaomi, le OnePlus 6, le Pocophone, ce genre de smartphone, par contre, ils n'ont pas ce DAC là et le son est bien moins bon, très clairement moins bon, il est beaucoup moins clair, beaucoup moins équilibré. Là on a vraiment quelque chose de bien sur ce smartphone là par rapport à ses concurrents que je viens de citer. La photo, il faut savoir qu'on est sur les mêmes capteurs que ce que propose le OnePlus 6. Alors vous allez dire, bon c'est simple, c'est la même chose. Eh bien pas du tout.
On est sur un IMX 519 avec un autre IMX, le IMX 376, donc 16 et 20 mégapixels en ouverture 1.7. Et autant sur le OnePlus 6, j'ai trouvé assez moyen, autant je suis assez étonné sur justement sur ce smartphone. Alors déjà, je vais vous montrer l'application. Une application qui est très iOS, bien évidemment. Donc, ce qui fait qu'on a déjà un x1 et x2 qui est fluide. Alors, c'est que logiciel comme le OnePlus 6. Hein, ce n'est pas un téléphoto, ce n'est pas un zoom x2 réel. Vous avez un retardateur ici, même si on a l'impression que c'est plus pour le bokeh. Le HDR qui peut être automatique en haut. Ensuite, vous avez la possibilité de choisir si vous voulez le format standard, carré ou plein écran, donc 18/9 au niveau des photos. Le flash. Ensuite, en bas, vous avez les différents moyens. Timelapse, ralenti, donc en 1080 120 fps, donc quelque chose de classique tout simplement. Vidéo, donc les vidéos qui peuvent être en 4K 1080 ou 720. Photo, bien évidemment, où on ne peut pas du tout régler par contre la qualité. Portrait. Alors un portrait avec différents, vous aurez dans l'album différentes choses, n'hésitez pas à la regarder pour voir un petit peu tout ce qui est possible, donc stickers, mon classique, le panorama et le mode expert. Alors mode expert, petite particularité d'ailleurs, donc on peut régler de façon très précise chaque partie, la compensation, les ISO qui peuvent commencer à 22, le Zenfone 5Z c'est 25 et lui il fait 22 et il peut aller jusqu'à 3200. Le shutter, donc lui il peut aller en dessous, il peut aller jusqu'à 1/8 millième et au plus haut 16 secondes. Et l'autofocus, tout simplement, voilà, vous pouvez choisir, voilà, tout simplement. Au-delà de ça, donc il est complet, la partie photo est intéressante, mais pour ceux qui veulent quelque chose, qui veulent des couleurs justes, déjà je vous arrête tout de suite, vous serez déçus. Pour ceux qui veulent des vidéos stabilisées, ce sera la même chose, mais néanmoins il n'est pas totalement mauvais. Enfin, il est loin d'être mauvais, mais c'est simplement déjà, si vous voulez des couleurs justes, vous serez déçus. Le gros avantage de ce smartphone, c'est qu'il a tendance à faire des très belles photos. Au-delà du fait qu'elles soient un peu saturées, elles sont surtout très détaillées. Elles ont de très belles couleurs, c'est très bien géré niveau logiciel. Le bokeh sera très bon, ce qui fait que je suis très étonné de la qualité de photo qui n'a rien à voir au OnePlus 6. Le OnePlus 6 avait tendance à avoir des couleurs justes, mais le gros problème c'est que ça manquait de piqué ou de détails pour ceux qui aiment bien les bons termes ou qui ne les connaissent pas. Vraiment en termes de détails, on est sur quelque chose qui est vraiment très bon en plein jour, mais vraiment très bon. Il fait partie vraiment des excellents smartphones de ce point de vue-là. Il fait mieux que le Zenfone 5Z qui est en soi pas extraordinaire, mais c'est pas le pire, il a surtout un meilleur capteur. On est bien au-dessus du OnePlus 6, on est en dessous du Mi 8 qui lui a fait vraiment un bond énorme. Ce qui est bien, c'est qu'on a un excellent contraste, on a des couleurs qui sont un peu vives, mais ce qui est bien en fait, c'est qu'au-delà du fait qu'elles soient vives, on n'est pas comme Honor ou avec le mode IA, on aura quelque chose d'extrêmement vif ou alors vraiment très neutre. Ici, c'est un peu entre les deux, et le problème, c'est qu'on ne peut pas le désactiver. En fait, c'est son plus gros problème. C'est-à-dire que les photos sont belles, mais elles sont pas réalistes. Mais ce qui est bien, c'est que le côté un petit peu boosté en termes de couleurs ou quoi que ce soit selon les endroits, eh ben, c'est très léger. Enfin, c'est pas très léger, mais ça reste vraiment correct, ce qui permet de ne pas abuser, en fait, il n'abuse pas de ses effets. Il permet juste d'avoir des photos qui sont un peu poussées en termes de couleurs, mais ils n'en abusent pas pour pas avoir une photo qui soit juste bon pour Instagram. Elle est plutôt bien équilibrée entre le saturé et le neutre. Ce qui fait que ça plaira pas forcément à tout le monde, mais pour moi ça plaira à la plupart des gens, surtout que les couleurs sont vraiment belles, le contraste est vraiment présent, et ça c'est quand même agréable. Par contre, là où il va se casser un peu la gueule, c'est plus de nuit. Pareil, par rapport au Zenfone 5Z, il a l'équilibre en fait, c'est-à-dire que de nuit il va un peu mieux se débrouiller et il va avoir un peu plus de détails. Sur la photo que vous avez dans l'album qui montre en fait un manège, si vous regardez, que vous zoomez, que vous allez sur les écritures qu'il y a, le Zenfone 5Z, on pourra les lire. Ici, en fait, c'est un petit peu effacé en fait. Le lissage a tendance à prendre un petit peu le pas et aura tendance à effacer les textes. Mais ça reste quand même globalement bien détaillé et en plus de ça bien éclairé. Donc, ce qui fait que ça reste vraiment très correct et de nuit, il se défend encore bien. Ce qui fait qu'il est vraiment bon de ce point de vue-là. Dernière chose pour la partie vidéo, c'est bien, je vais faire rapide.
La partie vidéo n'a que une petite stabilisation logicielle très légère, et vraiment très légère. On voit qu'il y en a une, mais elle est très légère. Mais il n'y a pas du tout de stabilisation optique. On est très loin de ce que propose tout simplement OnePlus, qui est vraiment très bon. En plus de ça, le OnePlus propose du 4K 60 fps, ce n'est pas le cas pour lui. Et ici, en fait, on a très peu de stabilisation. Donc pour ceux qui veulent des vidéos fluides et stables, ce ne sera pas avec lui, ou alors faut pas trop bouger. Mais sinon, au-delà de ça, les couleurs sont présentes, les détails sont présents. Ce qui lui manque, en fait, c'est juste de la stabilisation. C'est un peu dommage, mais au moins, vous avez tout simplement, vous savez tout en fait, mais il dépanne plutôt bien, ça pourrait être vraiment pire. Et dernière chose pour la photo, j'y pense sur la photo que je regarde. Alors au-delà du bokeh qui est vraiment très bon et des détails, il y a aussi une chose qui est très intéressante, c'est la plage dynamique. C'était déjà le cas avec le OnePlus 6 et l'un des soucis qu'il y a sur le Zenfone 5Z et sur la plupart des MX 363, c'est la plage dynamique qui est très serrée. Dans le sens où en fait, la différence, ce qui va arriver à gérer entre ce qui est le plus bas en termes de luminosité et le plus haut, le plus sombre et le plus lumineux, ce Oppo arrive très bien à le gérer en fait, et c'est ça qui est très bien. Et là où le Zenfone 5Z, notamment sur quelques photos, et notamment la photo d'une fleur jaune où déjà on a un beau bokeh, on a vraiment quelque chose de très détaillé, et bien en plus de ça, le Zenfone 5Z c'était trop lumineux pour lui, et ce qui fait que la fleur est un peu cramée. Et il y en a d'autres aussi où ça le ferait aussi. Là pour le coup il le gère très bien, ça reste assez lumineux derrière, tout en ayant une fleur qui est bien éclairée, et en plus de ça, elle n'est pas du tout cramée en fait, et il gère plutôt bien, donc c'est vraiment une bonne chose de ce point de vue-là. Ce qui fait que c'est un appareil photo, alors pour ceux qui sont plus photo que vidéo, et que ça ne dérange pas que ce soit un petit peu lumineux, vous serez vraiment comblé. L'appareil photo est vraiment très bon, et même beaucoup mieux que ce que j'aurais pensé, surtout par rapport au OnePlus 6 là-dessus. Dernière chose, on a aussi pour les selfies, on aura le mode beauté qui sera présent, il aura tendance à lisser, donc ce qui fait que c'est plutôt pas mal, mais on sent vraiment que le lissage est présent, c'est pas très agréable, et la gestion de la dynamique n'est pas extraordinaire non plus. Enfin bon, donc voilà, vous savez tout, en tout cas c'est vraiment un appareil photo que j'ai apprécié, je le trouve vraiment très bon, il se débrouille vraiment très bien, et je m'attendais pas forcément à ce qu'il s'en sorte aussi bien. Donc pour ceux qui veulent un bon photophone, eh bien vous ne serez absolument pas déçus de ce smartphone en photo qui est vraiment très surprenant, même face au OnePlus 6 qui a pourtant les mêmes capteurs et aussi un processeur plus performant sur le traitement des photos. Au niveau de l'autonomie, on a une batterie de 3400 mAh, donc une batterie tout à fait correcte sans plus. Le problème de ce smartphone, alors on a aussi la VOOC, donc c'est-à-dire une charge très rapide, un peu plus rapide, enfin qui reste encore parmi les meilleurs actuellement, et seule la Super VOOC ou la Super Charge de Oppo fait mieux. Donc déjà, c'est une super charge rapide de très bonne qualité, avec des batteries qui sont de très bonne qualité aussi à l'intérieur. Ce qui fait que, même dans le temps, elles ont du mal à se détériorer. Oppo prend des très bonnes batteries. Le souci de ce smartphone, c'est surtout pour calculer l'autonomie. C'est très compliqué. Entre les autres applications qui permettent de la calculer, ou de base, en fait, on n'a pas le pourcentage d'écran allumé, le nombre d'heures d'écran allumé, eh bien, c'est très difficile et il faut y aller à peu près à tâtons. Hein, c'est à peu près ça. Et, honnêtement, après, je dirais, c'est vraiment à la louche par contre, je dirais entre 7 et 10 voire 11 heures écran allumé. Il est vraiment très bon en termes d'autonomie et je ferai largement la journée avec. Je dirais qu'en moyenne je fais à peu près 8 heures voire 9 heures. Mais je peux pas être précis et c'est ça qui est chiant, donc je peux pas vous faire un retour d'autonomie très précis comme j'ai l'habitude de le faire, parce que j'ai rien pour réellement la calculer. Néanmoins, par rapport à mon utilisation habituelle, il faisait vraiment facilement ces 7 heures sans problème, et ce qui le rend très agréable. En plus de ça, avec la charge rapide Oppo qui ne chauffe pas et qui recharge très rapidement les premiers pourcents, de base c'est 5 minutes, enfin c'est une quinzaine de pourcents, entre 5 et 20%, après un test chez moi, voilà, c'est du très bon là-dessus, ce qui fait que ça va recharger très vite. Alors certes, ça ne remplace pas une bonne autonomie, mais les deux sont présentes, et ce qui est quand même très agréable.
D'ailleurs, l'explication du fait qu'il y a le micro USB, pour ceux qui n'avaient pas tout regardé, je le rappelle, c'est parce que Oppo n'avait pas encore développé la version USB-C de leur chargeur, et ce qui fait qu'en gros, soit ça devait être trop coûteux, soit ils sont pas trop emmerdés parce que c'est présent sur le Fan X, mais en tout cas, c'est pour ça qu'ils sont restés sur du micro USB très longtemps. En tout cas, c'est ce qu'ils avaient donné comme explication donnée à un moment donné, donc ce qui fait que c'est un peu dommage, et c'est ce qui vient un peu ternir le tableau. Au niveau des benchmarks, on est sur un score de 1600 et 5733, soit à peu près la même chose que le Kirin 710 et bien sûr tous les autres qui sont en Snapdragon 660. Donc des bons scores, là-dessus pas de soucis, il est gravé en 14 nanomètres, c'est du octo-cœur avec 4 cœurs en 2,2 GHz et 4 cœurs à 1,8 et il se défend bien si on compare à ce qu'il y a d'autres. Il correspond à peu près à ce qu'on avait avec le Snapdragon 835 en termes de score, mais en plus de ça il est bien mieux en termes d'économie d'énergie. Donc ce qui fait que ça va rendre le téléphone très agréable et il va même être au-dessus d'un Snapdragon 820. Donc c'est vraiment bien de ce point de vue-là. Ensuite, nous avons CPU Floating qui permet de voir un petit peu ce qu'il vaut en termes de longueur. Comment il maintient ses performances. Donc sur CPU Floating, eh bien on a un excellent score. On commence à 157 gigaflops, enfin en tout cas le maximum que l'on peut voir ici, et il va descendre à 143 avec une moyenne de 150. On peut voir qu'il maintient extrêmement bien ses performances avec en fait il va descendre que de 8% par rapport à ses performances. Il les gère très très bien. Il les gère mieux que le Nokia 7 Plus, il les gère mieux que le Kirin 710 avec le Honor 8X. Donc il les gère vraiment très très bien, il descend très peu en performance, en tout cas c'est une pente très douce, la plupart ont tendance à descendre plus vers les 80%, ce qui fait que c'est un excellent score et ça veut dire qu'en plus de ça, sachant qu'il n'est pas très chaud, ils savent très très bien gérer le processeur et ça c'est une excellente chose. Pour terminer avec GFX Bench, alors forcément on est sur un Snapdragon 660, qui dit 660 dit performance pas forcément extraordinaire. On est sur donc la batterie test, donc là on a fait 804 sur Manhattan 3.1 et l'autonomie de 275 minutes. Donc 275, on est à 4h30 d'autonomie, ce qui est vraiment pas mal du tout. Le plus que j'avais fait c'était avec le Nokia 7 Plus qui faisait plus pour le coup, donc mais je crois qu'il avait un petit peu moins de score si je dis pas de bêtises. Hop, donc forcément il faut descendre un petit peu, on va se comparer à quoi? Le Zenfone Air en 2K avec le Snapdragon 820, Oppo R11, le Oppo R11 il avait quoi le Oppo R11 comme processeur, je sais plus, le Mi Note 3, Snapdragon 160 forcément, le LG V30 en 2K, le S9 avec, lui il est un peu limité aussi, mais avec le Mali G72, avec l'Exynos tout simplement, qui est en 2K aussi, le Mali G71 du S8 Plus, Google Pixel en Snapdragon 820, donc on l'avait compris. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le Xperia Z5, le Meizu Pro 6 Plus, qui lui est sur, je sais même plus quelle était sa puce graphique. On peut voir Adreno 540, 541. C'est le Snapdragon 835, là il fait mieux. Après, Samsung a tendance à brider un peu, puis il y a la 2K aussi. Le Snapdragon 835 et 2K du Razer Phone, il fait 1019, donc il fait un peu mieux. S9 Plus. Après, si forcément on compare à du 845, ou même du 820 en 1080p, forcément, il va se faire larguer avec du 1464. Nous, on a 807, forcément, ça va être bien plus performant. Donc, ce qui est logique, forcément, par rapport au benchmark, donc il va pas être le meilleur. À ce prix-là, c'est forcément, pour ceux qui veulent le meilleur performance, ce ne sera pas ce que vous rechercherez. Par contre, l'autonomie est plutôt bonne. Il va se comparer, alors on a plein de trucs chinois, Huawei Mate 6, bon, je connaissais pas du tout, Meizu MX4 c'est un peu vieux, l'Echo le 2, le 2 Pro, c'est ceux qui sont avec du Helio X20, le Echo le 2, ok, bon, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on va voir un peu de plus autonome? Mi 4S, qu'est-ce qui est plus autonome? Le Vernet Mars Pro avec l'Helio P25, mais beaucoup moins performant. Là, on a quelque chose qui sont pas très performants. On va descendre un petit peu en autonomie. Il fait mieux que quoi? Le Mi 5S, il fait mieux que le Mi 5S avec le Snapdragon 820, que le Google 2 XL, donc avec Snapdragon 820 aussi. Non, je dis des conneries, c'est Snapdragon 835, le 2 XL. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de performant? Le LG V30 qui fait moins bien, aussi, Snapdragon 835. Le Huawei P10 Plus avec le Kirin 960.
il fait moins bien, bah forcément voilà, après je continue, mais vous comprenez, en gros il est vraiment plutôt autonome, il sera beaucoup plus autonome que la plupart des hauts de gamme, et ça c'est plutôt cool. Ce qu'il faut se rendre compte aussi, c'est que la plupart des smartphones n'ont pas forcément besoin d'une énorme puissance la plupart des jeux plutôt, n'ont pas besoin d'une énorme puissance pour tourner. Ce sera que quelques jeux particuliers où ils en auront besoin. Fortnite pour l'instant c'est que pour les très hauts de gamme. Au-delà de ça, bah, lui il n'a pas cette possibilité, mais le PUBG, et on va le montrer juste après, tourne parfaitement bien. Petite session de jeu sur PUBG, on va augmenter un peu les ISO pour que vous voyez bien. Alors, donc ce qui fait que je suis en mode élevé au niveau des graphismes, élevé et HD, l'HDR n'étant pas sur ce téléphone forcément, bah il n'y est pas. Et déjà je commence, je n'ai pas d'armes, ça fait plaisir. Donc c'est un jeu qui est assez exigeant en termes de... Aïe 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 aïe. Eh ben non. Hop, on va aller récupérer son pactage. Bon, en tout cas, ça commence bien. Ce qui fait que je m'attendais peut-être à une session un peu plus courte. Mais on peut voir. Alors, ce qui est bien en plus de ça, c'est que le smartphone aura tendance à ne pas être... à ne pas trop chauffer. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Alors, par contre, je suis sur le haut-parleur quand je joue. Ce qui n'est pas pratique. Alors, il y a des ennemis apparemment par là. Ça se fight par là. Mais où êtes-vous, ennemis? Oh! Et hop, un deuxième. Oh mais... Alors j'ai déjà plus de balles. Alors est-ce que où ils en ont? Ils en ont pour une autre arme. Alors, on va faire un dernier frag, pour histoire de ne pas rester trop longtemps sur la partie jeu. Mais bon, vous pouvez voir c'est fluide, hein, c'est juste qu'il manque bien évidemment. Là, il manque la HD. Enfin, il manque la HDR, mais forcément, si l'écran n'est pas compatible, c'est un peu plus compliqué d'être compatible HDR. Enfin, j'essaie tant bien de mal que de viser, mais en étant un peu loin de l'écran, en plus de ça, j'ai du mal à voir le gars en question. Et le pote qui vient m'aider, ouais, si. Hop, ça c'est plutôt cool. Y aurait-il d'autres mecs dans le coin? Apparemment oui, mais je ne vois rien. Ça a l'air d'être un petit peu loin. On va faire les derniers frags et puis après bah, on ira à la conclusion. Allez, poursuis le pote, on va aller sauver le pote. Oh là 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 là. Ah, ils sont deux. Ils sont deux, donc c'est la mort. La mort arrive. Ah bah, elle arrive pour eux. Et hop, double kill. Et ça enchaîne. Oh, ça pique ça. Oh, ça fait plaisir ça. Bon, allez. Ça me tire dessus. Ah, il est là. Et hop, un de moins. Comment j'enchaîne? C'est violent. Et il y en a encore un apparemment juste à côté? Non. Bon, apparemment il n'y a plus personne. Bah écoutez, j'aurais bien enchaîné. Ah bah non, il y en a encore un. C'est bon, il y en avait un ou il y en avait deux? Ah, il y en avait deux encore. J'en suis à 6 frags. Alors je vais bientôt être à 8. Je fais un carnage sur cette partie, c'est abusé. Le pote.
Ah, le non-respect. J'aurais fait une partie, mais elle est magique. Allez, on va rechercher. Peut-être. Est-ce qu'il y en a encore là? Si on n'a pas là, j'arrête la partie. Mais ça aurait été très très marrant en tout cas comme partie. Parce que j'aurais fait 8 frags en début de partie. Allez. Et on va arrêter là puisqu'il n'y a plus rien. Eh bien, j'espère que vous aurez apprécié cette partie de grande qualité. Et on va passer à la conclusion. Alors, que penser de ce Oppo R15 Pro, qu'on voit bien ici, très joli. Eh bien, c'est un smartphone qui, alors je n'en attendais pas forcément grand chose, mais j'en suis très étonné. Vraiment très étonné parce que d'une part, en fait, le truc c'est que la cible, la cible est jeune. C'est ce que m'a dit la marque. Alors jeune et un peu friqué, mais les jeunes. En fait, c'est un smartphone, et ce sera le titre de la vidéo de toute façon, c'est un smartphone qui est flatteur, dans le sens où il a un très beau design, très joli, et qui fait que l'œil va être attiré par ce design. Mais aussi, bah, vous avez l'écran qui est un peu saturé, les photos qui le sont, le son aussi, puisque il y a un peu plus de basse que la normale. Et au final, le seul truc qui n'est pas flatteur, c'est les performances. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'il a vraiment tout pour lui, sauf les performances. Et encore, les performances, on est équivalent à ce que propose un Snapdragon 835 sans la partie graphique. En gros, c'est ça, hein, c'est vraiment ça, et comme vous pouvez le voir sur PUBG, j'ai eu aucun ralentissement, c'est fluide, et c'est totalement jouable. Ce qu'il y a de bien vraiment, c'est que on est sur un smartphone qui est très équilibré, qui est malheureusement un peu cher. Alors, il est sorti à 649. Il y a une baisse de prix à 549, ça reste cher, et surtout que beaucoup de concurrents ont baissé leur prix, notamment le S9, qui est moins autonome certes, mais qui est au même prix, voire un peu moins. Et ce qui fait que c'est là où c'est compliqué de dire achetez-le. Parce que justement, comment dire un smartphone de l'acheter quand vous avez mieux en face? Alors il fait quand même d'excellentes, vraiment de très très belles photos. Vraiment très belle. Il a un très bon son de bonne qualité. Il a une recharge rapide. L'écran AMOLED est de bonne qualité aussi, même si, comme je l'ai dit, le problème c'est le type d'écran utilisé AMOLED qui s'intègre pas très très bien. Mais la qualité de finition était vraiment premium. La qualité des photos est vraiment excellente aussi. Et il n'a pas vraiment grand chose à envier au meilleur du secteur. Parce qu'il se débrouille vraiment bien. À part de lui, il se débrouille vraiment très très bien. En fait, la seule chose qui lui manquerait pour passer, enfin, il y a deux choses qui lui manqueraient pour passer réellement pour haut de gamme. La puissance avec un Snapdragon 845. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Je suis pas sûr, surtout que Oppo a tendance à très très bien optimiser la surcouche et les performances pour ne pas être trop handicapé, donc il devrait très très bien vieillir, et aussi le micro USB. Ce que je trouve absolument inacceptable pour moi en 2018, c'est d'avoir un smartphone à plus de 300 €, bon là c'est à plus de 600, mais à plus de 300 € avec du micro USB. Je ne trouve ça absolument pas acceptable. Ce que je trouve vraiment très très dommage, et ça lui donne un très mauvais point de ce point de vue là, et qui, comme je l'ai dit, le Oppo Find X, lui, là, le USB-C, pourquoi ça n'a pas été fait sur le R15 Pro? C'est vraiment dommage de ce point de vue là. Bien sûr on a l'encoche, mais surtout aussi l'autre chose qui risque de bloquer certaines personnes, c'est ColorOS. Très semblable à ce que propose Apple, très peu à ce que propose Google, et le suivi reste bien en deçà de la concurrence aussi de ce point de vue-là. La chose positive par rapport à la surcouche, c'est qu'elle est très bien optimisée. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment excellent en termes de fluidité, que ce soit au niveau des animations, entre les applications, etc. Il y a un vrai travail. Mais aussi en termes d'optimisation pour l'ouverture des applications, ce qui fait que si vous ne savez pas, vous pensez que ça va être en haut de gamme. Néanmoins, on est quand même sur un 660, c'est très bien optimisé de ce point de vue, et j'ai toujours vu ça chez Oppo, même avec un Snapdragon 615, ils arrivaient à faire un travail de fou. Donc là-dessus, il n'y aura pas de souci réellement de ce point de vue-là, mais c'est plus l'approche de la surcouche. ColorOS, c'est presque du iOS avec un peu d'Android. Ça va en bloquer plus d'un. Mais si vous n'êtes pas bloqué par la surcouche, par le type de surcouche que c'est, par le manque d'icônes de notification, vous allez l'apprécier. Vous allez l'apprécier parce qu'elle est extrêmement fluide, parce que tout s'enchaîne bien, parce qu'il n'y a aucun ralentissement, parce que vraiment il y a un vrai travail dessus. Que dire de plus par rapport à ce smartphone? C'est un smartphone flatteur en fait. Au-delà de la cible qui est pensée jeune, c'est un smartphone qui est flatteur. Comme j'ai dit, en fait,
Juste ça donne le ton. Le fait que l'appareil photo soit très bien optimisé, un peu flatteur encore une fois au niveau des photos, mais très bien optimisé montre aussi la qualité d'Oppo en fait. Et vraiment quelle est leur cible, quelle est leur envie, qu'est-ce qu'ils veulent proposer. Vous avez aussi la reconnaissance faciale, aussi je n'en avais pas parlé, mais reconnaissance faciale. Et ce qui est bien, c'est que quand vous allez le regarder, en fait, quand vous allez le lever, donc comme un iPhone ou un Honor, il va se réveiller, vous allez le déverrouiller, reconnaissance faciale. Comme le OnePlus 6, reconnaissance comme le OnePlus 6, très rapide. Ce qui fait que, en fait, réellement, c'est vrai de défaut, je le répète encore, c'est juste le micro USB parce que c'est pas acceptable, encore une fois. Il a sa puissance et encore, il reste parfaitement puissant. Si un Snapdragon 835 se casse la gueule, le 660 aussi, donc ce qui veut dire que ça se casserait trop vite la gueule là-dessus. Donc, et en plus de ça, autre chose aussi qui est très intéressant, c'est qu'on commence directement avec 128 Go de stockage. Il n'y a pas beaucoup de smartphones à 500 balles qui proposent ça. Il y en a, et 128 c'est bien, mais en plus de ça, extensible par micro SD. Donc ceux qui ont besoin de stockage et que la puissance est moins importante, et qui ont besoin de faire des photos, etc., vous allez réellement apprécier ce téléphone. Même pour moi qui ai tabassé le Pocophone, clairement, et ça fait très bizarre parce que j'ai tabassé le Pocophone parce que le seul truc qu'il avait comme intérêt, c'était sa puissance, et tout le reste était négligé. Lui, en fait, l'Oppo, c'est tout le contraire. Le seul truc qui est négligé ici, c'est la puissance, et tout le reste est très bien. Et ce qui fait que, malgré que je le trouve très bien, et en fait, malgré son prix, je le trouve très bien en fait. Et c'est ça qui me perturbe en fait dans mon avis, c'est qu'il est trop cher en fait. Il reste trop cher. À 549 €, il est déjà plus abordable. Pour moi, il devrait descendre à 500 pour être un smartphone intéressant qui comprendrait en fait, ou on comprendrait pourquoi il est à 500 €. Parce que ça reste un smartphone qui reste unique après un moment. C'est presque ce que je veux proposer en fait, parce que Oppo, on le sent, ça s'est vu à un moment donné, ils faisaient exactement les mêmes modèles en termes de design, que ils adorent Apple. Ils adorent ce que font Apple, ça se voit dans la surcouche, ça se voit dans les derniers modèles qu'ils avaient sortis à un moment donné, notamment l'Oppo F1 Plus, qui date un peu, mais je l'avais testé et on voyait clairement que c'était Apple. Ils reprennent un peu du design à eux, mais néanmoins, on sent clairement qu'il y a ce côté, ils veulent être différents. Oppo arrive en France et arrive cette fois-ci un peu plus en force. Et ce smartphone montre que même si on a un Snapdragon 660, 650 €, je serais prêt presque à les dépenser. Parce que son seul défaut, c'est sa puissance. Et la puissance, aujourd'hui, elle est secondaire. On n'a pas besoin d'un 845 pour faire tourner parfaitement les applications. Aujourd'hui, même un Snapdragon 650, après 2-3 ans, parce que ça date un petit peu, mais tourne parfaitement bien. Le 660 équivaut en CPU en Snapdragon 835, donc ce qui fait qu'il va bien vieillir. Il va vraiment bien vieillir, et en plus de ça, avec l'optimisation d'Oppo sur leur ROM qui permet justement, certes il n'y a pas beaucoup de mises à jour, mais la ROM elle est parfaitement optimisée, il tiendra longtemps. Bon après sinon vous allez sur un Oppo Find X, mais ça coûte un peu plus cher. Néanmoins, il est vraiment réussi, j'apprécie vraiment ce téléphone, juste baissez encore un petit peu le prix, et là vraiment vous aurez un téléphone très intéressant, même face à la concurrence, qui sont les hauts de gamme qui ont perdu, donc c'est-à-dire LG G7, S9, OnePlus 6, je trouve plus intéressant d'ailleurs que le OnePlus 6. OnePlus 6, qu'est-ce que j'ai en tête d'autre sinon? Même le Mi 8. Le Mi 8 c'est un peu différent, mais je le trouve intéressant aussi face au Mi 8. Il a des arguments différents, mais pas négligeables. Alors j'espère que vous comprenez cette longue conclusion, mais c'est un smartphone qui m'a pas du tout laissé indifférent et que j'apprécie vraiment. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain test sur Technoid. N'hésitez pas à participer, merci aux tipeurs que vous avez dans la description comme d'habitude. N'hésitez pas à partager, etc. comme d'habitude. Et n'hésitez pas à regarder nos prochaines vidéos. Allez, à bientôt pour un prochain test sur Technoid.